Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va donc parler de la méthode Focus, de sa découverte et de son implémentation, donc à travers mon retour d'expérience. Quelques règles très simples pour ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Voilà. Sachez que je répondrai à vos questions donc soit en cours de présentation, soit à la fin, ça dépendra vraiment de la nature, de vos questions. Vous pouvez aussi interagir donc avec, les petits smileys, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des remarques, pas de souci avec ça, bien évidemment, du moment qu'elles sont formulées on va dire de manière bienveillante et respectueuse. Et j'ai vu que les smileys marchaient puisque j'en ai vu à l'instant. Alors, tout de suite, je pense que je vais commencer par me présenter. Alors, donc moi, je m'appelle Roxane. Je travaille en fait dans une agence sur Paris. Donc, c'est une agence qui est spécialisée dans les pratiques d'innovation et de design. Au sein de cette agence, moi, je suis plutôt sur des périmètres qui sont ce qu'on va appeler du product management de l'innovation, mais également tout ce qui va concerner en fait l'UX stratégie et la user research. À côté de ça, je suis également formatrice, donc j'interviens sur des écoles en région parisienne et en région centre, car j'habite en région centre. Et ce sont des écoles qui vont être soit des écoles de design, soit plutôt des écoles de commerce. Si aujourd'hui, je me suis lancée en fait, dans ce Rex, parce que c'est un peu la première fois que je fais, ce format. C'est parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière d'adresser, pas mal de missions différentes, dans des périmètres dans des différents, mais aussi dans des organisations avec des systèmes diamétralement opposés. J'ai vu des organisations très traditionnelles comme des organisations beaucoup plus modernes, notamment ce qu'on va appeler des organisations produits. Donc je me suis dit: «Eh bien, pourquoi pas aujourd'hui, en fait, faire bénéficier un peu mes pairs, de ce que j'ai pu découvrir?» Et naturellement, je me suis interrogée, sur le sujet qui aurait le plus de pertinence. Et en ce moment, on voit beaucoup parler, de ce nouveau framework, donc de la méthode Focus. Je me suis dit: «Eh bien, c'est l'occasion», puisque j'ai eu cette chance d'implémenter, ce framework donc chez l'un de mes clients, chez qui je suis en mission maintenant depuis à peu près 1 an. Donc je me suis dit: «Eh bien, je pense que le sujet est tout trouvé et j'espère que ça intéressera, du monde» et c'est le cas. J'ai vu pas mal d'inscrits à cet événement. Alors, déjà, peut-être reposons un peu les bases avant que je commence à vous faire mon retour d'expérience. Alors, Focused, c'est un framework qui a en fait été développé dans un livre qui s'appelle Discovery Discipline. Discovery Discipline, il a été écrit par 2 personnes, donc Tristan Charvia, que j'ai eu notamment, l'occasion de rencontrer, qui est très gentil d'ailleurs, et Rémi Gouillot en fait. Donc ils ont créé cette méthode, notamment lorsqu'ils travaillaient chez Blablacar. Là aussi, cette méthode, en fait, elle adresse ce qu'on appelle la product discovery. Donc la product discovery, pour resituer, c'est vraiment la phase qui est avant la delivery. Donc c'est la phase où, en fait, on va échanger sur qu'est-ce qu'on doit construire? Enfin, échanger, comprendre, analyser et enfin définir ce que l'on va construire. Donc c'est une phase où ce qu'on appelle le PM-PRD, donc le PM, le product manager et le PRD, le product designer, vont être réellement, dans un travail collaboratif pour réussir à comprendre ce qui aura le plus de sens, à concevoir. Là, mon avis, sur pourquoi en ce moment on parle autant de ce sujet, voilà, focus et donc de ce livre Discovery Discipline. Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que, par nature, la sphère produit est toujours très intéressée par les nouvelles méthodes et les nouveaux frameworks. Voilà, je vois très souvent les product designers ou les PM débattent entre eux de la meilleure méthode à utiliser, du dernier livre qu'ils ont lu, de cette dernière découverte, et cetera. Il suffit de voir le nombre de podcasts qu'aujourd'hui, il existe justement, sur ces sujets, le nombre d'articles, le nombre de sites internet, enfin, c'est, on le sait, dans la nature de la sphère produit, de s'intéresser à tout ce qui est nouvelles méthodes, nouveaux frameworks. Mais il y a une deuxième raison, qui elle, je pense, est un peu plus subtile. La deuxième raison, à mon sens, c'est que cette méthode, elle a été créée par des Français dans un environnement français. Je m'explique. La plupart des méthodes, des frameworks ou même de la littérature de manière générale, vous constaterez,
elle est d'origine américaine, très souvent, anglo-saxonne au mieux. Or, même si c'est très bien, c'est très intéressant, eh bien, nous n'avons pas la même culture en France, nous n'avons pas les mêmes usages, nous n'avons pas les mêmes pratiques dans le milieu du travail. Et donc, il est vrai que parfois, en fait, toutes ces méthodes peuvent se retrouver un petit peu décorrélées de ce que nous, on peut vivre en France. Et notamment, je pense qu'en France, il y a quelque chose qui est très présent, chez nous, dans notre culture, c'est, notre appétence pour la complexité. Il suffit pour ça de regarder un peu ce que l'on fait au niveau de l'administration française. Je pense que tout le monde a déjà été confronté à des problèmes, liés à ça. En France, de manière consciente ou inconsciente, en fait, nous aimons la complexité. Alors c'est un biais qui est propre à tous les concepteurs, qui est propre à tous les êtres humains, mais je pense que dans certaines cultures, il y a en fait une proportion, plus forte à aller vers la complexité. Et en France, à mon humble avis, c'est le cas. Et donc, justement, quand Tristan Charvilla et Rémi Gouillot, en fait, ont créé cette méthode, en fait, ils ont voulu lutter contre cette complexité qu'on met en œuvre quand on est concepteur. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce framework, on va en parler après, en fait, tend à, faciliter ce qu'on va appeler le processus de convergence. Donc voilà, on se force justement à se dire: «OK, comment je fais pour simplifier? Comment je fais, pour rendre mes propos, ma réflexion, mon idée plus claire?» Alors, au niveau des étapes de la méthode, donc c'est une méthode qui est divisée en 7 étapes. C'est assez simple à retenir dans la mesure où en fait, focus, chaque lettre correspond à une étape. Donc par contre, les étapes sont en anglais, mais bon. Alors, première étape, c'est l'étape de frame. Alors, c'est vraiment l'étape où on commence en fait à définir, quelle ambition va avoir notre projet ou notre opportunité. C'est, l'étape en fait dans laquelle souvent, qu'on soit product manager ou product designer, en fait, c'est une étape sur laquelle on doit se forcer à passer un minimum de temps, même si on n'a pas naturellement cette appétence. Par exemple, généralement dans le frame, les product designers sont moins à l'aise parce qu'il faut aller chercher des métriques. Il faut, en fait, aller définir, ce qu'on appelle, par exemple, le damage control, donc c'est-à-dire, quelles externalités négatives, en fait, on est prêt pas à atteindre, mais on est prêt à prendre en considération. Donc il y a cette notion de chiffres, généralement sur lesquels, voilà, les designers sont moins à l'aise, mais pourtant c'est essentiel, voilà, de se forcer à faire cette étape. Ensuite, vous avez le observe. Alors le observe, j'ai envie, pour simplifier le propos, de dire que c'est vraiment l'étape de user research. Voilà, vous allez aller comprendre, qu'est-ce que font vos users, comment ils se comportent, pourquoi ils ont ces comportements et donc essayer de définir ce qu'on va appeler le first use case, donc vraiment, le cas d'usage principal que vous allez adresser. Et donc je le précise évidemment, chaque livrable que vous voyez affiché, en fait, correspond à cette fameuse phase de convergence. C'est-à-dire que vous devez atterrir sur un livrable qui est simple de compréhension pour n'importe qui. Quelqu'un qui n'a pas participé à toutes les étapes de la méthode doit comprendre votre livrable. Et on le sait, la simplicité est souvent très difficile à atteindre. Après la phase d'observe, donc où vous avez défini votre first use case, vous passez au claim. Alors le claim, en fait, c'est justement, l'étape où vous allez vous forcer à essayer de raconter, en fait, votre histoire. Vous allez essayer de définir, en fait, voilà, votre positionnement, narratif, et être capable, en fait, de le décrire sous une forme d'un tweet. Voilà. Pourquoi encore une fois? Parce qu'un tweet, c'est très court et c'est très impactant. Et en fait, si vous n'êtes pas capable de le rédiger sous forme d'un tweet, et bah, c'est très certainement, en fait, que vous n'avez pas suffisamment, compris et que vous n'avez pas assez simplifié, en fait, la phase de observe. Après le claim, vous passez à la phase de unfold. Donc unfold, c'est la phase qui parfois est un peu plus, compliquée en fait, pour certains, par exemple, product managers, parce que c'est une phase où en fait vous devez réfléchir à l'expérience dans sa globalité. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'expérience au moment où votre utilisateur, par exemple, rentre sur votre interface, mais c'est aussi tous les touch points potentiels avant et tous les touch points potentiels après.
en fait, l'expérience. Et ça, c'est extrêmement, en fait, important, parce que peut-être que les touch points que vous allez sélectionner à la fin, donc dans les 5 touch points, peut-être qu'en réalité, ce ne sont pas ceux qui sont au cœur de votre expérience, mais qui sont justement avant ou après. Ensuite, vous allez à la phase du style. Donc style, eh ben, c'est la phase où on vole. Voilà. Et il faut pas avoir honte de le dire, c'est la phase où en fait, on va aller regarder ce que peuvent faire les concurrents directs, les concurrents indirects, mais également des acteurs du marché où en fait, vous auriez tout intérêt à explorer, les patterns qui sont utilisés. Je prends un exemple, voilà, moi j'avais une équipe qui travaillait sur la création en fait de thèmes, voilà, parce que j'ai évolué donc dans une mission sur le e-commerce, j'y viendrai après. Donc j'avais une équipe qui travaillait sur la création, des thèmes, le fait de pouvoir personnaliser son thème, pouvoir, voilà, représenter un peu ses choix, ses goûts et cetera. Et ben, typiquement là, on peut aller essayer d'aller chercher des patterns dans la partie des jeux vidéo où il y a tout le phénomène de personnalisation. Par exemple dans les jeux de rôle ou les Sims. Voilà. Ça parle peut-être à certains d'entre vous et donc voilà, style, c'est ne pas hésiter à aller voler ce qu'il y a aux alentours et à la fin de finir sur ces, gold nuggets. Le benchmark en gros. Alors oui, ça pourrait être résumé en benchmark, mais c'est vraiment l'aspect plutôt, pattern qu'on va aller essayer d'aller voler, chez les autres. Donc c'est un peu plus focus que le benchmark, on va dire. Le benchmark, c'est assez gros en règle générale. Ensuite, on passe à exécute. Alors exécute, je pense que ça porte bien son nom. On construit le prototype. Mais là, il faut trouver le bon équilibre entre avoir un prototype qui soit suffisamment, fidèle, on va dire, à la cible que vous voulez atteindre et en même temps, ne pas aller trop loin dans un prototype qu'on va appeler hi-fi, donc haute fidélité, parce que potentiellement, vous allez le casser et recommencer votre travail. Et enfin, vous allez en fait terminer par le decide. Le decide, en fait, c'est une étape où il y a un petit peu 2 sous-étapes à mon sens. Vous allez tester vos hypothèses sur le prototype. Donc en gros, c'est des tests utilisateurs. Voilà, appelons un chat un chat. Et vous allez aussi, avoir cette étape de go, no go. Donc en fait, est-ce qu'on valide? Est-ce qu'on va plus loin? Et que donc on peut se dire: «OK, c'est bon, je peux affiner mon prototype et je peux potentiellement par la suite passer en délivré». Donc voilà pour les 7 étapes. Voilà et je vous ai mis aussi une petite citation, là, de Tristan Chervia. Au final, ces 7 étapes sont les 7 questions incontournables que l'on contourne trop souvent. Et c'est vrai que nous, on a par réflexe, effectivement, de vouloir sauter certaines étapes, en partant du principe, je reprends l'exemple du benchmark, par exemple, que l'on connaît très bien son périmètre et que l'on n'a pas besoin de repasser du temps à refaire cette recherche. Là, l'idée, c'est vraiment de se forcer à faire ce travail. Voilà, je le répète, n'hésitez pas à interagir dans le chat et à poser vos questions. Alors donc, maintenant que j'ai reposé un petit peu, voilà, je pense les basiques de la méthode. Ah, je vois qu'une question est apparue. Quelle est la durée moyenne de ce travail en mode focus? Alors, c'est une très bonne question. C'est extrêmement variable. J'en avais discuté justement avec les créateurs, je leur avais posé cette même question au démarrage parce que, bah, je pense que c'est la question un peu que tout le monde se pose en mode: «Mais est-ce que ça va me prendre beaucoup de temps ou pas du tout?» La réponse, elle est focus. Vous pouvez le mettre en place en mode quick win, j'en parlerai plus tard, c'est-à-dire vous le faites en 3 jours, 2-3 jours et c'est terminé. Ou vous pouvez le faire de façon approfondie en 3 semaines, 1 mois. Je reviendrai, voilà, je reviendrai sur ce point. Hem, Safia, est-ce que cette méthode est principalement utilisée dans le cadre d'innovation? Sinon, comment l'appliquer dans le cadre d'une transformation d'organisation? Alors, c'est une question très complexe. Je m'explique. En fait, c'est pas forcément une méthode qui, pour moi, s'adresse le plus dans les cadres d'innovation. J'en avais là aussi discuté avec Tristan Chervilla. En fait, c'est vraiment une méthode qui vous permet plutôt d'adresser des sujets très opérationnels. Or, l'innovation, par définition, vous devez explorer, ouvrir au maximum les chakras et expérimenter. Là, c'est pas forcément, en fait, ce qu'on attend de vous puisqu'on va plutôt être dans une convergence. On va vous forcer à converger régulièrement. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment être dans une démarche d'innovation, j'aurais plutôt tendance à vous recommander une démarche design thinking plus que focus.
Par contre, si derrière cette question se cache, le fait de faire évoluer la culture de votre entreprise, parce qu'aujourd'hui vous avez une entreprise qui n'est pas forcément à l'aise sur les démarches de design, dans ces cas-là, oui, ça peut être une première approche et ça peut être une façon aussi de sensibiliser puisque vous êtes sur une méthode très opérationnelle. Est-ce que tu as un exemple de user problem sur lequel tu as appliqué cette méthode? Bah, c'est pas tant un user problem, c'est plus des nous, on travaille sur des opportunités. En fait, on va plutôt travailler sur les opportunités qu'on va adresser. Donc c'est pour ça que c'est difficile de parler de user problem au sens strict du terme. Pour ça, il faudrait que je reprenne toutes mes méthodes focus et que je regarde dans Observe, parce qu'Observe, c'est vraiment l'user problem. Mais c'est des opportunités qui sont très variables. Mon j'ai adressé des opportunités dans le domaine de la livraison, puisque je travaille sur des modules. J'ai adressé des opportunités, sur le sujet, par exemple, de créer des comptes pour, des développeurs, puisqu'on travaille avec des développeurs dans le périmètre où je suis. Enfin voilà, c'est très, très vaste. C'est très, très, très vaste. Si tu voudrais des exemples précis, faudrait que je ressorte mes documents et que je te les envoie, voilà, en message, sur LinkedIn, par exemple. Je passe à la suite. C'est une approche produit et non service. Alors, ça a plus été créé effectivement au démarrage dans une approche produit, effectivement. Maintenant, comme je dis toujours, prenons un peu de recul avec les méthodes. Je pense qu'on est capable de l'appliquer en fait à une situation de service. Mais c'est sûr que si vous achetez le livre, vous allez vous rendre compte que vous avez dedans des activités qui sont très orientées, produits et produits digitaux, donc interface. Alors, en termes maintenant de retour d'expérience, donc pour le contexte, il faut savoir donc que ma mission, elle s'est déroulée, elle se déroule encore dans le secteur du e-commerce, déjà. Donc c'est une entreprise française, on a un rayonnement, voilà, international. On est aussi dans une organisation produit, donc c'est-à-dire qu'on travaille sur les principes de l'organisation Spotify, voilà, pour ceux qui voudront aller regarder. C'est-à-dire qu'on travaille en domaine, puis en tribe, donc c'est plus petit, puis en squad. Voilà. Chaque tribe peut contenir 3 à 5 squads et chaque squad va comprendre un product manager, un product designer, un lead dev, plusieurs devs, un QA, donc une personne qui est là pour, faire, tous les tests et pas que les tests utilisateurs, hein, j'entends vraiment les tests au sens, très large et un scrum master. Il faut savoir aussi que, c'est une entreprise qui, à la base, était une entreprise très techos. Voilà, appelons un chat un chat. Il y a un très gros background, technique. Voilà, c'est une entreprise qui s'est beaucoup développée ces dernières années, mais historiquement, il y avait majoritairement des techs. Et enfin, je suis dans un contexte où, on travaille tous un peu aux 4 coins de la France, donc le télétravail est une pratique extrêmement majoritaire. Maintenant, comment la méthode s'est mise en œuvre? Alors déjà, il faut savoir que l'ownership a été donné au design. C'est donc les designers qui avaient la responsabilité de la mise en œuvre de la méthode à travers ce que, dans l'organisation où je suis, on appelle le solution space. Les product managers étaient co-responsables de cette méthode, mais la décision finale revenait toujours aux designers. C'est extrêmement important que je vous précise ça parce que dans votre entreprise, peut-être que vous allez la mettre en place et que l'ownership ne sera pas au design, mais au product management. Et ça risque de changer un petit peu les choses pour vous en termes peut-être de difficultés ou d'applications concrètes. On a également mis en œuvre la méthode de manière expérimentale, c'est-à-dire que avant de déployer la méthode, on a commencé par la tester sur un périmètre restreint d'une tribe. Donc à l'époque, il y avait donc une lead designer qui avait aussi un rôle de designer sur une squad. Elle avait un peu un voilà, elle avait les 2 rôles à ce moment-là et elle s'est dit: «OK, bah, moi, je vais tester la méthode pendant un trimestre sur mon périmètre». En fait, avant d'en parler et de potentiellement se dire: «OK, on va aller plus loin». Dans un second temps, une fois qu'elle avait fait son test de son côté, on s'est dit: «OK, on va l'appliquer à tous les domaines et on va là aussi, entre guillemets, refaire une sorte de test pendant un mois, n'importe quoi, pendant un quarter, donc un trimestre. Et puis suite à ça, chaque tribe, en fait, a fait son propre RES, son propre retour d'expérience et on a ensuite vraiment généralisé la méthode en disant: «OK, maintenant ça devient la méthode officielle de l'entreprise, sur le solution space».
Avez-vous testé cette méthode sur la recherche de solutions IA? Alors moi, personnellement, non. Peut-être qu'ils l'ont fait dans les autres trades, mais moi non, j'ai pas adressé ce sujet. Et enfin, il faut savoir que la méthode, en fait, elle n'était pas toute seule à exister dans l'entreprise. Elle venait en continuité d'une autre méthode qui va peut-être parler à certains d'entre vous, qui est ce qu'on appelle les principes de continuous discovery, qui ont été écrits par Teresa Torres, et elle parle également d'opportunity assessment dans ce livre. Donc nous, ça fait qu'on avait en sorte, en gros, 2 dimensions très distinctes. On avait une dimension qu'on a appelée l'opportunity space, qui respectait les principes de ce livre, là, des Continuous Discovery Habits. Et vous aviez l'autre dimension, le Solution Space, dans lequel la méthode Focus était utilisée. Et donc, il y avait 2 ownerships très distincts. L'Opportunity Space, c'est vraiment le product manager qui avait l'ownership principal et qui avait la décision finale à chaque fois. Et le Solution Space, c'était le designer qui avait la décision finale à chaque fois avec Focus. Donc ça, c'était pour le contexte, voilà, général, d'implémentation de la méthode. Pour info, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est dans une entreprise avec à peu près 300 salariés. Alors ensuite, ce que j'aimerais, vous expliquer, c'est un peu les difficultés qu'on a rencontrées pendant le déploiement. Donc des difficultés que j'ai pensé pertinent de classer en majeures, modérées et mineures. Donc déjà en majeur, les 2 grosses difficultés qu'on a rencontrées, c'est d'abord un problème de culture. C'est-à-dire que, on va pas se leurrer, la plupart des entreprises ont une culture qui est très orientée sur le delivery. Le delivery, c'est-à-dire, bah, on doit sortir des fonctionnalités, on doit permettre, aux utilisateurs d'avoir des évolutions fonctionnelles dans leur interface. Et ça a été compliqué au démarrage parce qu'en fait, quand vous mettez en place une nouvelle méthode, mais quelle qu'elle soit, forcément, vous avez du temps, en fait, qui est nécessaire pour que les gens se l'approprient, la comprennent, montent en compétence dessus, soient plus à l'aise. Donc forcément, vous allez mettre en place une sorte de temps de latence et c'est normal, ça fait partie de la conduite du changement. Mais quand derrière, il y a des objectifs de delivery, bah, c'est compliqué, en fait, de faire entendre ça, de faire entendre que, bah, oui, on est désolé, mais là, bah, forcément, on va peut-être retarder un petit peu les choses, le temps que tout le monde, se sente à l'aise et monte en compétence. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, que voilà, si votre entreprise a une culture qui est orientée delivery, vous allez être confronté à ce problème et donc il faut simplement l'anticiper, et envisager quelques solutions, on va dire, voilà, pour éviter un peu les levées de boucliers. La deuxième difficulté, auquel on a été confronté, c'est qu'en fait, eh ben, tous les designers n'ont pas les mêmes compétences et n'ont pas la même seniorité. Alors, ça peut sembler hyper évident ce que je dis là, bah oui, on n'est pas tous des clones. Mais quand vous mettez en place une méthode comme Focus, il y a en fait certaines compétences qui sont attendues des designers, et ces compétences sont plutôt de l'autre côté, on va dire du versant plutôt UX, stratégie UX, user research et même presque, j'ai envie de dire, une appétence, business. Donc forcément, c'est une difficulté auquel on a été confronté, c'est que, eh ben, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait des designers qui étaient pas vraiment à l'aise sur ces questions-là, qui par contre étaient très à l'aise sur des questions de design system et d'UI et ce qui est aussi très, très bien parce que c'est nécessaire dans une organisation et donc mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce que je pense, avec le recul, que nous l'avons trop sous-estimé cette problématique. On avait conscience que nos designers avaient tous, des skills différentes, mais on s'est pas rendu compte que pour ceux qui avaient des compétences plutôt orientées UI, design system et autres, la mise en place en fait de ce framework pouvait entre guillemets «générer un petit peu de souffrance». Voilà, j'ai envie de dire. Hem, je continue. Au niveau des difficultés modérées, alors là, on s'est retrouvé dans un cas où on n'était pas tous alignés sur la vision qu'on avait de la méthode et donc ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on s'est retrouvés et là, surtout au niveau des leads, ça s'est produit. Certains avaient une vision de la méthode qui était plus
une façon d'aligner les équipes et donc une approche de la méthode en quick win. C'est-à-dire, voilà, on fait la méthode focus, mais en gros, on se dit: «Bah, on l'a fait en 3 jours». Donc en fait, c'est un truc hyper accéléré. Donc la partie qui s'appelle observe, qui normalement est de la user research, bah, en fait, on ne va pas refaire de la user research. C'est plutôt qu'on va aller fouiller dans tout ce qu'on a fait pour aller récupérer les insights qui nous intéressent à droite et à gauche. On ne va pas refaire des nouvelles choses. Et à l'inverse, il y avait d'autres personnes qui étaient plutôt sur une vision de la méthode approfondie. Donc là, par exemple, on se prend 3 semaines. Alors pourquoi je dis 3 semaines? Parce que nous, chez nous, les sprints fonctionnent en 3 semaines. Donc forcément, c'était de se dire, bah, on a, un sprint dédié à ça. Et là, vraiment, on fait une compréhension plus approfondie. On prend le temps effectivement de refaire une nouvelle user research. On prend le temps de faire des ateliers, on prend le temps d'inclure un maximum de personnes, mais forcément, tout ça a un impact, ça prend plus de temps et je reviens à la difficulté du dessus, ça peut potentiellement retarder le delivery. Donc en fait, on s'est retrouvé vraiment dans les phases expérimentales, dans ce clivage, en termes de vision de la méthode. Heu, Avec le recul aujourd'hui, en fait, ni l'un ni l'autre, n'avait tort ou raison. C'est simplement 2 visions et je pense que c'est 2 façons de faire qui peuvent très bien coexister, justement en fonction des sujets. Typiquement, si on est sur un sujet qui a déjà pas mal été exploré par le passé, où il y a eu beaucoup de débats, voilà, c'est un petit peu, vous savez, un sujet qu'on ressort des tiroirs. Je pense qu'une version quick win pour aligner les équipes fonctionne très bien. Par contre, à l'inverse, si c'est un tout nouveau sujet, voilà, là, un usage approfondi, à mon sens, est beaucoup plus, adapté. Voilà. Tout va dépendre de l'historique de votre sujet et j'ai aussi envie de dire, tout va dépendre de son impact stratégique sur l'entreprise. Voilà. Si c'est un petit sujet qui a pas un gros impact, à mon sens, rien ne sert d'y passer 3 semaines ou un mois. Par contre, si c'est quelque chose qui a un gros impact potentiel, qui risque de modifier pas mal l'organisation en interne, et de pas mal modifier, en fait, les pratiques de vos users, prenez du temps. Très clairement, prenez du temps, heu, pour comprendre vos users, mais aussi pour comprendre, les différentes parties prenantes internes qui vont prendre part, à ce sujet. La quatrième difficulté, eh bien, ce sont des périmètres inégaux. C'est oui, en fait, ça aussi, ça peut paraître évident quand je le formule, mais quand on le vit, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais en fonction des squads ou des tribes qu'on avait, en fait, l'usage de la méthode, elle fonctionnait plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'on avait des squads qui avaient une très bonne vélocité. Donc, quand j'entends vélocité, je veux dire qu'elles étaient capables justement de prendre en charge pas mal de sujets en même temps dans la phase de delivery et donc d'aller assez vite. Et on avait également des squads où en fait le champ applicatif, donc le périmètre de l'interface sur laquelle on travaillait était plus ou moins complexe. J'ai des squads, moi par exemple aujourd'hui, j'ai une squad qui est très, très orientée technique. Voilà. D'ailleurs, j'ai une squad qui n'a même pas de designer. Voilà, c'est pour vous dire. Et là typiquement, bah, Focus, ça devient compliqué. Voilà. Et ça, on en a vraiment pris conscience, en le réalisant que, bah, voilà, c'est une méthode, c'est très bien. Maintenant, elle s'applique pas forcément, parfaitement sur tous les domaines. Et enfin, les 2 dernières difficultés, plutôt mineures, c'est justement, j'en ai un petit peu parlé à l'instant, c'est que, bah, en fait, ça ne fonctionne pas trop si les sujets sont, extrêmement techniques. Voilà, si par exemple, voilà, c'est un sujet de refactoring du code, ça n'a aucun sens de travailler avec cette méthode. Si c'est des sujets qui sont majoritairement techniques, mais il y a un tout petit bout d'évolution de l'expérience, là aussi, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde, parce que ça risque fortement d'agacer l'équipe technique. Voilà. Qui va vous dire: «Bah, vous êtes bien gentil, mais nous, on a autre chose à faire» et puis surtout, en fait, il faut aussi être conscient que les équipes techniques, elles ont aussi leur propre méthode, en fait, leur propre framework. Voilà, je fais par exemple référence à l'event modeling, qui est une approche que moi, je ne maîtrise pas, forcément, mais justement, je faisais écho à ma squad, je vous disais, j'ai pas de designer. Bah, sur cette squad, ils utilisent beaucoup, l'event modeling
qui pourrait se référer un petit peu à ce que nous, on pourrait appeler du service blueprint, mais très orienté, technique avec un petit peu d'architecture, avec un peu la gestion des événements techniques qui se produit, dans le bac, et cetera. Et enfin, la dernière difficulté auquel, j'ai été confrontée, eh bien, c'est le langage. Et alors celle-là, on l'avait pas vue venir. C'est le langage. Pourquoi? Parce que ce livre s'appelle Discovery Discipline. Et en fait, ce terme discovery a, mis un très gros quiproquo dans les équipes au démarrage. Par chance, on a rapidement compris ce qui se passait, donc on est intervenu. Mais en fait, ce livre, c'est pas parce qu'il s'appelle Discovery Discipline que justement vous ne faites que de la user research ou que du benchmark. En fait, dans Discovery Discipline, vous faites bien, certes, la phase de compréhension, d'analyse, mais vous faites aussi la phase d'exécution, donc de prototypage, de conception. Et en ça, c'est pour ça que ça a mis en place un très gros quiproquo chez nous et que justement, ça a inquiété énormément les équipes techniques. Et je vois la question de Noémie qui dit: «Quel type de solution as-tu utilisé pour réduire les frustrations et attentes du delivery?» Et bah, d'expliquer en fait. Parce que le delivery, ils se sont imaginés du côté des équipes techniques que, par exemple, on allait prendre 3 semaines, 1 mois pour juste faire la partie compréhension du user et qu'il y aurait rien, en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait pas de maquette, il y aurait pas de conception, il y aurait rien du tout. Ce qui voudrait dire derrière rajouter, par exemple, un sprint en plus pour faire la conception et eux se sont mis à complètement stresser en se disant: «Mais c'est pas possible, on va jamais tenir les délais, ça va nous faire, complètement décaler notre roadmap», mais là de beaucoup. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a eu, en fait, quelques levées de boucliers. Donc comme quoi, le choix des mots a vraiment, un gros impact. Donc c'est là ensuite qu'on a réexpliqué, qu'on a, mis en place, on va dire, des pratiques d'évangélisation en interne pour faire comprendre que oui, ça s'appelait, Discovery Discipline, mais qu'en réalité, il y avait de la conception et d'exécution dans ce framework. Hem Ensuite, donc voilà pour les difficultés que nous avons rencontrées. Donc il y en a certainement d'autres auxquelles on a été confrontés, mais c'est vraiment celles-ci, qui m'ont le plus marquée. Maintenant justement, quelques conseils, je me doute que c'est ça aussi que vous attendez, quelques conseils pour mettre en œuvre, la méthode. Là aussi, j'aurais pu me perdre dans des centaines de conseils, donc j'ai essayé de vous proposer ceux qui me paraissent être les plus importants. Donc n'hésitez pas voilà, à réagir. Le premier, j'en ai parlé, en fait, expérimenter. Ne partez pas dans une, démarche où vous allez vous dire: «OK, demain dans ma boîte, c'est focus, je veux qu'on mette ça en place, on y va, on le met en place pour tout le monde». C'est le meilleur moyen de se prendre les pieds, dans le tapis, si je peux me permettre. C'est un pari qui est très risqué, vous allez avoir beaucoup de résistance. Prenez un périmètre sur lequel, vous vous dites: «OK, je vais pouvoir apprendre de mes erreurs, je vais pouvoir avoir suffisamment de latitude pour mettre en place la méthode et en même temps, c'est pas forcément le périmètre le plus simple, ce qui veut dire que je vais être confrontée à des difficultés et donc je vais pouvoir apprendre. Parce que si vous expérimentez sur un périmètre entre guillemets qui est trop simple, alors oui, c'est plus confortable pour vous, j'en conviens, mais vous allez apprendre beaucoup moins. Et lorsque vous allez déployer la méthode, vous allez dire: «Waouh, OK, j'avais pas anticipé ça, 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 ça et ça». Donc voilà, essayez de trouver un périmètre sur lesquels, vous considérez que c'est le plus adapté, voilà, et le plus représentatif de votre organisation et tester. Voilà. Là aussi, ne testez pas tout seul dans votre coin. Informez quand même quelques personnes que vous avez mis en place ce test et puis, vous l'avez compris, c'est une méthode où en fait, vous ne pouvez pas avancer seul de toute façon, donc vous allez être obligé d'inclure des parties prenantes dedans. Donc important, test ne veut pas dire le faire, tout seul dans un coin et personne n'est au courant. Voilà, donc choisissez, voilà, un projet ou un produit sur lequel vous pensez que la mise en place de cette méthode serait intéressante, voilà, à essayer et où vous serez confronté à des difficultés. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner sur la partie stratégie, c'est définissez une gouvernance et un ownership clairement identifiés. En fait, si vous partez en mettant en place cette méthode et qu'en gros, on ne sait pas, qui justement peut prendre les décisions finales,
qu'on ne sait pas à qui se référer, qu'on n'a pas un cadre qui est suffisamment clair, vous avez de très gros risques qu'en fait tous les acteurs s'éparpillent et qu'au final votre démarche ce soit un échec. C'est donc très important, voilà, d'essayer de réfléchir de manière pragmatique à qui a l'ownership, qui a la décision, sur la mise en place de la méthode et ensuite même dans sa continuité. Voilà, et au-delà de ça, ça vous permet de définir des référents qui seront justement des points d'ancrage pour les collaborateurs de la structure. Et je sais que, par exemple, moi, j'avais été définie comme référente de la phase Unfold. On était plusieurs lead designers et on était tous référents sur certaines phases. Moi, j'étais Unfold. Quand on a communiqué, sur, les différents, référents, j'ai reçu dans l'après-midi une dizaine de messages. Voilà, donc comme quoi c'est hyper important. Alors que jusqu'à présent, j'avais pas du tout idée qu'il y avait ces difficultés-là sur cette phase. Donc très important, que ce soit le plus clair possible pour tout le monde. Faut-il toute la squad, même acteur à chaque étape? Combien de personnes maximum, minimum? Je vais en parler un petit peu après, de ça justement, de l'implication des parties prenantes. Donc je vais y répondre, juste après. Et ben voilà, c'était la slide, suivante. Donc d'un point de vue opérationnel, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode où il faut inclure des parties prenantes de différents horizons. Je le dis et je le répète, c'est très important, ce n'est pas une méthode à faire seule dans votre coin. En fait, vous avez des étapes dans lesquelles certains acteurs ont plus de sens d'intervenir ou pas. Je vous mets un exemple. Vous pouvez faire intervenir le marketing et le content, en fait, à l'étape claim. Pourquoi le claim? Puisque c'est l'étape du tweet, pour rappel. Donc, c'est un excellent moyen, en fait, de commencer à les faire venir dès la phase de discovery et de conception pour qu'ils puissent commencer à comprendre, en fait, le sujet sur lequel vous travaillez. Puisque je pense que vous avez tous dû peut-être un peu souffrir cette problématique qui est que le marketing, des fois, il arrive vraiment au bout de course et en fait, ce qui va, promouvoir auprès des clients, bah, des fois, c'est décorrélé avec ce que vous avez construit et vous dites: «Mais c'est pas possible, en fait, on est en train de communiquer, de mettre en avant des choses qui fonctionnent pas, en fait, c'est pas ça qu'on devrait expliquer». Bah, oui, c'est tout simplement parce que le marketing, bah, il n'a pas été inclus, en fait. Il arrive trop tard. Donc ça, c'est un beau moment, pour les réinclure à ce moment-là et pareil pour le content puisque c'est quand même leur rôle de travailler sur les mots, le langage, la rédaction. Les développeurs maintenant, très important, c'est vraiment des acteurs centrales. En fait, les développeurs, c'est pareil. En fait, c'est pas, vous allez les voir à la toute fin de la méthode en disant: «Coucou, voici ce qui a été produit». Ce que moi j'appelle le phénomène de passe-plat. Non, pas du tout justement, c'est l'inverse. Les développeurs, vous pouvez les inclure à mon avis, à 3 étapes très importantes qui est le frame, donc le tout début. Bah, oui, parce qu'en fait, les développeurs, ils ont aussi besoin de comprendre les sujets sur lesquels vous allez travailler, donc le frame. Le claim, qui est l'étape du tweet. Pourquoi? Parce que l'étape du tweet, c'est vraiment l'étape où, entre guillemets, vous pitchez un peu votre sujet et évidemment l'étape d'exécute, puisque l'étape d'exécute est vraiment la partie conception de la maquette, et c'est extrêmement important que les devs, soient présents, puisque, concevoir en fait une maquette, dans son coin et la donner ensuite aux devs, c'est le meilleur moyen de devoir, tout refaire, après. Et enfin le management, eh bien oui, le management a sa place aussi. Alors petite alerte quand même dessus, mais en tout cas, vous pouvez les inviter donc à la première étape du frame, puisque c'est le démarrage. L'étape d'exécute aussi, parce qu'en fait, vous êtes suffisamment avancé pour leur donner un peu de visibilité et participer à l'exercice. Et puis le decide, puisqu'on est à la toute fin. Ce que je précise, c'est que dans chacune de ces étapes, en fait, vous allez à des fois être beaucoup plus dans l'analyse, la recherche et des fois, vous allez être beaucoup plus dans le fait de mettre en place, des ateliers. En fait, il y a des étapes qui vont être des étapes soit d'idéation, soit des étapes de prototypage, mais sous format d'atelier. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ces différentes parties prenantes, elles ont du sens de revenir. Elles sont pas juste là juste pour vous écouter, elles sont là pour participer. Et ça, c'est très, très important. Donc petite alerte, voilà, sur le management. Attention, le management a souvent peu de bandes passantes. Je l'ai vécu à ce rôle-là. On s'est retrouvé par exemple, sur une opportunité, d'une de mes squads où ils n'arrivaient pas à réunir les acteurs du management pour le frame.
on a pris 2 semaines dans la vue parce qu'ils n'arrivaient pas à nous faire venir et en fait, quand on en a pris conscience, on a dit: «Ah oui, non mais c'est pas possible, en fait». On peut pas, mettre 2 semaines dans la vue à une équipe parce que nous, en tant que manager, on n'est pas capable de trouver un créneau dans nos agendas. Donc il y a ça aussi, il y a cet équilibre à trouver en fonction de notre organisation et de la capacité des managers à se libérer. Ensuite, très important, tout à l'heure, on me demandait, comment faire en sorte que ça se passe bien avec les acteurs du delivery et ben, c'est cette slide. En fait, vous devez vraiment trouver un équilibre entre ce que j'appelle le track de discovery et le track de delivery. Pour ça, je vous donne des conseils très, pratico-pratiques. Déjà, instaurer un décalage dans les sujets que vous traitez. Par exemple, voilà, là, le premier trimestre de 2024, vous dites: «Bah, on va faire la discovery, la conception du sujet, X et Y» et vous allez attendre le second trimestre pour dire: «Bah, là, on va faire la partie delivery du sujet X et Y». Vous avez un trimestre de différence à chaque fois. Vos équipes de delivery, du coup, elles sont toujours alimentées par ce que vous avez fait dans le trimestre d'avant. Tout le monde est content. Voilà. Ça, c'est vraiment parfait. Alors forcément, quand vous commencez à mettre en place la méthode Focus, bah, vous allez un peu courir après le temps parce que forcément, vous n'avez pas encore ce trimestre de décalage, mais ça va venir. Les deuxièmes situations, qui peut, se produire, c'est lorsque vous ne pouvez pas mettre en place ce trimestre de décalage, en fait, et que vous devez traiter votre discovery focus et le delivery dans le même trimestre, et bah, choisissez vos batailles. C'est exactement ça. Et ne faites focus que sur des sujets majeurs. On en reparlait avant, il y a peut-être des sujets où il y a quand même une grande dimension technique, et ben, ne le faites pas sinon. Laissez la possibilité aux devs et à l'ensemble des acteurs techniques, hein, il y a pas que des devs d'ailleurs, d'avancer sur les sujets comme eux ils l'entendent avec leurs pratiques et vous, focalisez-vous plutôt sur des sujets qui vont avoir un gros impact sur l'amélioration de l'expérience pour le user. Et enfin, le dernier conseil que je vous donne parce que je l'ai vécu, hem, c'est si jamais vous êtes dans les choux, vous êtes vraiment en retard, et ben, proposez la mise en place d'un sprint qui soit vraiment focalisé sur la tech et les bugs. C'est pas l'idéal, j'en conviens. Je sais qu'il y a des entreprises où on ne veut pas de sprint dédié qu'à la tech, mais enfin voilà, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que les techs sont souvent très frustrés d'ailleurs de ne pas pouvoir des fois traiter, certains problèmes qu'ils ont, sur leur environnement, voilà, par exemple. Donc là, bah, offrez l'opportunité de dire: «Bah, ce sprint, il est dédié à vous». Voilà, c'est votre sprint et vous comme ça, bah, vous rattrapez, votre retard. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de perte d'information et ou des risques d'évolution du besoin si la discovery est faite à un trimestre et la delivery à un autre? Eh bah, oui, c'est une très bonne question. C'est pour ça que nous, au début, on travaillait pas en trimestre de décalage. On travaillait en sprint de décalage pour être au plus près des besoins des users. Maintenant, hem, je pense également que je me suis rendu compte de quelque chose qui est le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que oui, dans un monde parfait, on travaille seulement avec un sprint de décalage, on est au plus près des besoins des users. Dans les faits, c'est le meilleur moyen de faire imploser vos équipes. Voilà, si votre organisation n'a pas cette capacité-là, s'il y a vous avez déjà de base des problèmes de delivery, des problèmes d'environnement ou je ne sais quoi, en fait, prenez garde à ne pas vouloir, en étant vraiment parfait vis-à-vis de vos users, à faire imploser, vos équipes. C'est juste ça que j'ai pris conscience. Voilà, je pense qu'il faut trouver un bon équilibre avec ça et c'est pour ça que ça va vraiment dépendre, encore une fois, de votre entreprise. Voilà, j'ai pas de solution, «miracle» entre guillemets. Ensuite, alors là aussi, ça peut sembler un peu basique ce que je vais vous dire, mais en fait, formez vos designers à la dimension de stratégie UX et de facilitation. Moi, j'avais un biais là-dessus, j'avais clairement un biais qui était que pour moi, dans ma vision, tous les designers étaient plutôt à l'aise sur les dimensions UX, enfin stratégie UX pardon et facilitation. Pourquoi j'avais ce biais? Parce que je travaille dans une agence où on a tous les designers sont à l'aise sur cette dimension-là, parce que je participe à des conférences où j'évolue avec des gens qui sont à l'aise là-dessus, parce que je donne des formations sur ce sujet et cetera. Donc c'est vrai que j'avais tendance à me dire: «Bah, c'est une évidence. Tu es designer, tu es à l'aise là-dessus». Bah non, en fait, pas du tout. Il y a des designers qui sont pas à l'aise et c'est complètement normal, en fait, parce qu'ils vont être à côté de ça très bons, comme je disais sur la partie, design system et UI.
Et donc, bah oui, on peut pas être parfait sur tout, on peut pas être à l'aise sur tout. Et donc, en fait, former et n'allez presque, j'ai envie de dire, éviter de pointer du doigt certains designers, mais former tout le monde. Parce que justement, les designers qui seraient potentiellement les moins à l'aise sur cette dimension, et ben, c'est ceux qui vont se faire le moins entendre. Parce qu'ils vont se dire: «Oh là là, c'est un peu la honte en 2023 d'être pas à l'aise sur ça. Tout le monde en parle, on voit plein de métiers émerger et moi, bah, moi, je suis pas à jour. Moi, je comprends pas ces sujets-là, ces compétences-là» et donc ça peut être vraiment difficile pour eux d'être pointés du doigt. Donc nous, la démarche qu'on a eue au bout d'un moment, c'est plutôt de dire: «OK, on remet tout le monde à niveau». Et donc on a fait des workshops, on a fait, voilà, on a fait des séances, créatives sur ce sujet. On a mis en place des livrables dans Notion sur la user research, des guides, pour aider, les designers et autres et donc accessible à tout le monde. Voilà. Et si vraiment on sentait qu'un designer était en difficulté, c'était à son manager de proximité d'aller essayer de trouver un moyen de l'aider. Mais on voilà, on pointait pas du doigt de manière générale, de manière, spécifique, pardon. Et enfin, les 2 derniers points que je voulais aborder, c'est la culture. Eh bien, sachez ne pas vouloir atteindre la perfection. Oui, parce qu'avec ce framework, ce qui peut être difficile, c'est vraiment de vouloir se dire: «OK, je veux tout faire nickel, je veux que ce soit le plus propre possible, je veux vraiment, qu'on fasse les phases, de manière la plus, optimale possible» et ça, malheureusement, et bah, ça risque de vous faire perdre un temps considérable et puis surtout, ça risque vous, en tant qu'individu, de vous faire, peut-être vous sentir mal, parce que vous allez avoir le sentiment de ne pas aller assez loin. Donc il faut prendre un peu de recul et de se dire: «OK, les étapes seront pas parfaites, surtout au début quand vous allez essayer, mais c'est pas grave, vous avez défini un temps pour votre recherche, enfin pour votre démarche focus, vous devez vous y tenir. Si vous avez dit au début de focus que vous allez prendre 3 semaines, vous vous tenez à vos 3 semaines, vous ne dépassez pas. Si vous aviez dit que vous allez faire ça en une semaine, vous le faites en une semaine. Point. Il faut vraiment s'y tenir, c'est extrêmement important et ça fait partie vraiment, de cette méthode. C'est une des règles, en fait. Et donc le dernier conseil, tout à l'heure j'ai vu te parler, de conduite du changement. Eh bien oui, en fait, sachez faire preuve de patience et de communication. Effectivement, vous allez peut-être être hyper content, hyper excité de mettre en place cette méthode, mais c'est pas le cas des autres. Les autres, en fait, tout ce qu'ils vont voir, c'est que, vous allez, leur faire perdre du temps, que vous allez changer leurs usages, changer leurs pratiques, peut-être changer leurs outils, qui sait? Donc forcément, ne vous attendez pas au début à être reçu, comme un héros par tout le monde. Il y a des gens qui vont adhérer spontanément à votre méthode et qui vont être hyper contents de vous aider, mais d'autres, ça sera plus dur pour eux. Donc soyez patient. Voilà, peut-être la graine que vous avez plantée, eh bien, elle ne va germer que 6 mois après et c'est pas grave, ça fait partie du jeu. On le sait, une entreprise a besoin de maturer, ses réflexions et ses sujets. On a une question. La méthode marche dans les équipes de conception avec différents profils pour avoir assez de connaissances pour alimenter toutes les étapes. Oui, moi je sais que, j'ai besoin, bah, d'un designer, j'ai besoin d'un product manager. Donc en gros, si tu veux, j'ai besoin de quelqu'un qui va connaître suffisamment son produit et qui va être capable aussi de jouer un peu cet rôle un peu politique, d'aller voir, les gens, d'aller capter de l'info et cetera. Et j'ai besoin au minimum de profils techniques. Si tous les devs ne veulent pas participer, j'ai besoin d'un lead dev, d'un représentant, en fait, qui pourra m'alimenter. Pour moi, c'est le minimum dont j'ai besoin. Après, comme je dis, il peut y avoir le marketing, il peut y avoir le content ou l'UX writer. Voilà, chez nous, par exemple, c'est des UX writers. On n'a pas de content aux produits, ils sont ailleurs. Voilà. Donc oui, pour moi, toutes les étapes peuvent être clairement, alimentées avec, le fameux trio, PM, PRD et dev. Voilà et oui, ce que je voulais vous dire également dans cette, faire preuve de patience et de capacité de communication, en fait, voilà, hésitez pas à faire des rex, voilà, auprès de vos équipes pour montrer ce qui ont été fait dans les autres périmètres et puis, pour communiquer, ça peut aussi aider, en fait, de communiquer sur des KPI. Voilà, vous avez peut-être défini des KPI, en fait, au début, de la méthode et ça peut vous aider, en fait, à communiquer, grâce à ça.
On approche de la fin, voici juste des petites recos sur certaines étapes. J'ai pas mis toutes les étapes. Je vous ai juste mis des recos qui me paraissaient être, assez intéressantes. Par exemple, l'étape frame, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Je vous ai dit: «Surtout faites attention, ne mettez pas trop de personnes à cette étape, sinon vous allez, faire potentiellement assez retarder le démarrage de l'approche». L'étape claim, sachez que vous pouvez la traiter hyper rapidement. Vous calez un atelier, voilà, d'1 heure et demie avec l'équipe, l'étape claim, elle est faite. Prévoir la préparation de l'atelier quand même, mais en tout cas claim, vous pouvez vraiment accélérer dessus. Pareil pour style, style qui est l'étape, voilà, vous vous souvenez, il faut voler chez les autres les patterns. Pareil, en une séance de 3 heures, c'est possible. Voilà, 1 h 15 pour étudier les concurrents, 1 h 15 pour étudier des patterns au-delà de la concurrence et 30 minutes pour choisir ce qu'on appelle vos golden nuggets. Pourquoi ces 2 recommandations? Parce que justement, j'avais des designers qui étaient venus me voir en me disant: «Oh Roxane, claim et style, on ne sait pas, combien de temps ça peut durer, ça risque de s'étendre trop longtemps, on ne sait pas comment faire». Et donc j'avais regardé, je leur avais dit: «Bah écoutez, si vous avez pas le temps, voilà, 1 heure et demie pour claim, 3 heures pour style et on passe à la suite». Unfold. Alors unfold, pour rappel, donc c'est l'étape où vous définissez les points de contact. Ce que là, je conseille, du coup, c'est d'avoir 2 temps dans unfold, c'est-à-dire un temps où vous faites l'état de l'art, c'est-à-dire que vous faites le point sur tous les points de contact qui existent aujourd'hui par rapport au périmètre de votre sujet et une fois que vous avez fait cet état de l'art, donc ça, par exemple, l'état de l'art, soit c'est le product designer qui le prend tout seul, soit c'est le PM qui le prend tout seul, enfin voilà, c'est vraiment une étape d'analyse. Vous continuez avec une étape d'atelier, là, où vous vous projetez sur les futurs, touch points, en fait. Donc vous essayez d'imaginer quel nouveau, point de contact vous pourriez créer. Et puis enfin, exécute, surtout prévoyez un temps de challenge technique, pour évaluer la faisabilité de ce que vous faites, en fait. Toujours ce même sujet de si vous allez trop loin et que les devs sont pas inclus, ils vont revenir et tout va être cassé, ce qui est bien logique parce que vous n'aurez pas pris en compte leurs contraintes techniques et c'est un vrai problème. En conclusion, les points qui me paraissent vraiment les plus importants, c'est de se dire: faites un onboarding test pour apprendre et comprendre. Faites une expérimentation. Voilà, tout simplement. Définissez un périmètre d'expérimentation et allez-y. Ayez une équipe de designers assez équilibrée et mature. Quand j'entends mature, ça veut dire des designers qui soient capables un peu de prendre de la hauteur sur leur sujet. Voilà, qui soient des designers, qui ne voient pas seulement la dimension maquettage, mais qui aient bien, voilà, cette analyse un peu plus haute. Travaillez beaucoup la partie adoption, culture, méthode. Encore une fois, c'est pas parce que vous mettez en place une méthode que c'est adapté à la culture de votre structure. Donc, très important en fait de prendre en considération cette dimension. Quelle est la culture de votre entreprise? Je sais que par exemple, nous au sein de l'agence, on a certains clients avec qui, en fait, on met en place un travail de recherche de culture avant nos missions, parce qu'on travaille, en fait, avec une chercheuse, voilà, qui nous accompagne au quotidien et donc on a, des travaux, en fait, autour de ça, de la culture de l'entreprise. Quel est son niveau sur l'innovation, le design, voilà, de manière assez approfondie et donc ça nous permet, avant de commencer nos missions, de savoir un petit peu comment, quel angle d'attaque on va prendre. Alors là, moi, je ne l'ai pas fait dans ma mission actuelle puisque ça n'avait pas été sollicité par le client. Voilà, mais quand on peut, on le fait. En quatrième, évidemment, ayez des KPI que vous pouvez traquer et mesurer. Voilà, on va pas se mentir, les chiffres, c'est ce qui plaît au management, c'est ce qui plaît à tout le monde. Voilà, soyons honnêtes. Et puis enfin, trouvez des alliés. Je ne parle pas des participants à vos ateliers, je parle des gens qui vont vous soutenir, qui vont être là à vos côtés, qui vont potentiellement, parler avec le management avec vous, qui vont essayer de convaincre. En fait, ne soyez pas seul. Voilà, c'est extrêmement important. Ne restez pas seul dans votre coin. Vous allez très vite avoir besoin de personnes sur qui compter. Alors ça peut être des personnes de tous horizons, hein, attention, hein, si par exemple vous avez un lead dev, clairement c'est un allié, bah, tant mieux, hein. Ah, c'est génial, hein. Voilà, c'est pas obligé d'être product manager ou product designer, mais en tout cas, trouvez-vous des gens sur qui vous allez pouvoir compter. C'est vraiment essentiel. Je regarde juste, il y avait, des questions. Noémie: «Quels outils ou formations avez-vous utilisés pour former ces designers?»
Alors, en fait, on n'a pas utilisé spécialement d'outils ou de formation. En fait, on a capitalisé sur le savoir des différents leads. On est dans les leads, on est 2 à être formateurs. Donc en fait, on a nous-mêmes créé en fait, des ateliers, des supports dans Notion, tout ça. On n'a pas, voilà, on n'a pas forcément été chercher des formations à l'extérieur ou des outils à l'extérieur. On a créé via Miro, pour les ateliers, on a créé via Notion pour tous, les livrables. Voilà et on a vraiment fait par nous-mêmes. On a aussi été chercher, on s'est renseigné, on a discuté, tout bêtement, on a parlé aussi avec des designers, pour essayer un peu d'évaluer, leur maturité sur des sujets, ce qui leur manquait et en fait, on a construit, tout simplement. Dans un cadre agile Scrum, est-ce que cette méthode ne risque pas d'ajouter des étapes supplémentaires et d'ajouter du flou dans la définition des user stories côté métier, product owner, équipe technique? Alors, c'est une très bonne question, puisque nous travaillons en Scrum et justement, il y avait cette question des user stories qui ont fait débat dans la structure. En fait, aujourd'hui, moi, la reco que je donne, c'est de dire: une fois que le frame, il est fait, le tout début, OK pour, à ce moment-là, créer des user stories. Par contre, soyons très clairs que ces user stories, elles ne sont vraiment pas figées du tout. Si ça aide le product manager d'avoir quelques user stories qui sont écrites à ce moment-là et que ça aide un peu le designer pour orienter la suite, j'ai pas de problème avec ça, mais vraiment, elles vont bouger. Soyons très clairs là-dessus. Et quand j'avais des PM et des designers qui étaient très à l'aise sur la méthode, et ben la reco, c'était de dire: «Les user stories, elles ne sont créées qu'à la fin de execute». Voilà. Mais ça dépend, voilà, ça dépendait vraiment de la capacité de chaque équipe, enfin de sa maturité. Le genre de KPI et bah, le genre de KPI, ça peut être par exemple, le nombre, d'équipes qui a utilisé la méthode, le nombre d'opportunités sur lesquelles, la méthode a été, implémentée. Ça peut être également, en fait, les KPI internes à un sujet. Par exemple, sur lequel la méthode a été utilisée. Voilà, montrer que du coup, bah, ce sujet, le sujet X sur lequel vous avez implémenté la méthode, bah, par exemple, le taux de, désabonnement a été réduit, le taux, alors je l'ai en anglais, mais je l'ai plus en français, j'allais dire le taux de churn a été abaissé, le taux de souscription a été augmenté, le nombre de tickets du support a été réduit. En fait, même des KPI internes au sujet, en fait, sont une bonne représentation, en fait. Je regarde. Une dernière question. Quel était le modèle d'organisation précédent et pourquoi avoir voulu tester autre chose? Comment as-tu su convaincre les dirigeants d'aller vers cette méthode? Alors, le modèle d'organisation avant, il n'y en avait pas vraiment pour cette dimension discovery, conception. Chaque designer faisait un peu à sa sauce. Certains qui étaient très à l'aise sur la dimension facilitation allaient naturellement dans cette démarche d'atelier, d'inclusion de différentes parties prenantes, des devs, etc. Et d'autres avaient tendance à faire ce que j'appelle le phénomène de passe-plat. Ils faisaient beaucoup dans leur coin et ensuite ils passaient aux devs. Il y avait pas d'alignement, en fait, sur les pratiques, mais aussi ça peut s'expliquer tout simplement parce que l'équipe a beaucoup grossi, en fait. Donc au début, dans une équipe où il y avait peut-être, en tout, dans toute l'entreprise, il y avait peut-être que 5-6 designers, on est passé à 15-20, en fait. Donc forcément, ça a eu un phénomène, on s'est dit: «Ouh là là, il faut qu'on s'aligne un petit peu parce que sinon on va pas ça va partir dans tous les sens». Et puis, comment on a réussi à convaincre les dirigeants? Alors, déjà, il faut savoir qu'on avait la VP design qui poussait pour mettre en place cette méthode. Donc forcément, ça aide. Mais au-delà de ça, bah, comment on convainc les dirigeants? Bah, justement, avec l'expérimentation. L'expérimentation, l'avantage, c'est que justement, vous testez sur un périmètre réduit, vous voyez les impacts, vous voyez les difficultés et du coup, vous pouvez aller vers votre direction en disant: «Voici ce qu'on a vécu sur notre périmètre expérimental. Voici les difficultés auxquelles on a été confronté. Voici les solutions aujourd'hui auxquelles on pense pour contrer ces difficultés et donc faire en sorte que si la méthode se déploie, de manière généralisée, on puisse en fait, bah, solutionner, les problèmes qui vont se montrer, face à nous. Donc voilà et je répète, laissez du temps. Peut-être que vous allez en parler à votre dirigeant demain et qu'en réalité, vous n'aurez un go que dans 6 mois et ça fait partie du jeu. Voilà. Pour terminer, sachez que, voilà
voilà, je vais, sortir un épisode du podcast The Innovation Maker, donc qui est le podcast de mon agence, sur lesquels j'ai été interviewée, qui est en fait justement un débat sur focus versus design thinking. Puisque je l'ai dit au démarrage, le design thinking est plutôt dans la dimension innovation, focus est plutôt dans la dimension opérationnelle. Donc on m'a demandé de prendre la parole et d'analyser les 2 méthodes puisqu'à la base, moi, je suis spécialisée en design thinking. Donc voilà, donc le podcast va sortir le 5 octobre. On fera une communication sur notre LinkedIn, donc de la page Scapa. Donc si ça vous intéresse, j'ai envie de dire, abonnez-vous à la page et vous verrez passer le 5 octobre, la petite, notif comme quoi le podcast est disponible. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé, à cet événement. J'espère en tout cas que, vous aurez appris, voilà, un maximum de choses et que ça vous aidera, voilà, pour la suite. En tout cas, voilà, je vous remercie et je vous souhaite donc un bon appétit.